Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Santé des enfants et environnement. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est la dernière vidéo de mon défi de une vidéo par jour pendant 30 jours pour fêter la sortie de À la recherche du savon magique. Bon, déjà je voudrais remercier Yamoise et Denis Mironavier pour leur contribution et puis Romy pour ses aides multiples. Et puis merci aussi à tous ceux qui ont partagé ces vidéos et les bonnes pratiques associées. Merci également à ceux qui m'ont posé leurs questions de santé environnementale pour parents et m'ont notamment permis de faire 12 vidéos réponses. Et pour cette dernière vidéo, puisque j'essaye de progressivement augmenter mes compétences de vidéaste, je vais me poser une question à moi-même. Alors Guillaume, qu'as-tu pensé de ce défi? Est-ce que tu vas en refaire un bientôt? Merci pour ta question Guillaume, et bien figure-toi que je me suis posé la même pendant le défi. Bon, il faut jamais dire jamais, mais ma réponse à chaud est a priori plutôt non. Et en particulier avec des vidéos dehors et en plein hiver. Comme je l'avais indiqué dans la première vidéo, faire une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est un défi classique de youtubeur débutant, donc je l'avais dans un coin de ma tête depuis plusieurs semaines. Mais en faisant, j'ai touché du doigt que ce format ne convient pas bien au contenu que je propose. Approfondir une question ou une bonne pratique, même dans un premier niveau d'approche, n'est pas un exercice que l'on peut enchaîner tous les jours, à mon sens. En particulier, j'ai ressenti un certain malaise à publier du contenu sur lequel je n'avais pas suffisamment pris de recul, pour lequel je n'avais pas eu le temps de faire autant de recroisement d'informations que d'habitude. Et sur un format vidéo, c'est plus gênant car il ne peut pas vraiment être mis à jour en cas d'omission ou d'incompréhension, ou alors beaucoup plus difficilement qu'un article de blog, par exemple, mon format plus habituel. Voilà, donc je sors de ce défi avec une sorte de légère inquiétude diffuse. J'espère que mes garde-fous m'ont bien permis de ne pas faire de grosses erreurs. Par rebond, et plus généralement, cela m'a conforté dans l'idée qu'il est difficile de produire des expertises de qualité avec une grande fréquence, ou même de se forger des avis robustes avec une grande fréquence. De mon point de vue, cela constitue même un point de vigilance de première approche, lorsqu'on veut se faire un avis sur un expert, une sorte de drapeau rouge. Il est impossible d'être expert dans tout ce qui a une incidence sur nos vies. Dans de nombreux domaines, nous devons donc faire confiance à l'expertise des autres pour guider nos décisions. Cependant, tous les experts n'ont pas des convictions rationnelles et de nombreuses personnes qualifiées d'experts dans les médias ne sont pas réellement des experts. Faire un avis sur un expert dans un domaine quand on n'est pas soi-même un expert du domaine, je trouve que c'est un exercice assez difficile. En première approche, je me base sur quelques critères indirects, quelques signaux de vigilance potentiels, et j'ai souhaité en partager quelques-uns avec vous aujourd'hui, car ils pourraient vous être utiles à vous aussi. Bien sûr, aucun de ces critères n'est conclusif en lui-même, mais pris dans leur ensemble, il me semble pouvoir donner une première indication de fiabilité assez raisonnable. Alors d'abord, cette personne a-t-elle une formation ou une expérience dans le domaine considéré? Parfois, une idée nouvelle ou intéressante suffit à passer dans les médias, même si cette idée est peu convaincante pour une personne bien informée. Alors évidemment, il est possible que le non-expert ait raison et que les experts aient tort, mais c'est juste peu probable, en règle générale. Ensuite, est-ce que cette personne essaie de tout expliquer avec une seule idée? Ces personnes sont souvent retenues par les médias parce qu'elles sont claires et confiantes. Mais le monde est complexe et les explications multifactorielles me semblent de loin les plus fréquentes en pratique. Ensuite, est-ce que cette personne est capable de changer d'avis? La production continuelle de nouvelles connaissances amène souvent à réajuster ou à changer certaines de nos conclusions. Ensuite, cite-t-elle les éléments de preuve qui ne sont pas représentatifs de la littérature scientifique dans son ensemble? Je crois que cette pratique est assez commune chez les experts, elle est moins commune chez les meilleurs experts, et elle est très commune parmi les non-experts. Si vous avez un premier niveau de culture scientifique, cela peut être assez simple à repérer avec une recherche rapide sur Google Scholar pour trouver des méta-analyses récentes sur le sujet. Ensuite, est-ce que cette personne présente les experts qui ne sont pas d'accord avec elle comme corrompus, stupides ou malhonnêtes? La corruption, l'irrationalité et la malhonnêteté existent parmi les experts. Mais si quelqu'un fait ces affirmations sans présenter des preuves très solides, c'est mauvais signe, à mon sens. Et enfin, est-ce que cette personne a des avis très affirmés sur de nombreux sujets? Pouvoir se faire un avis robuste sur une question, cela prend du temps. Se prêter à l'exercice conduit même souvent à une certaine forme d'humilité. Les meilleurs scientifiques que j'ai pu croiser m'ont paru tous très humbles dans la formulation de leurs avis, par exemple en colloque, avec des mises en garde un peu caricaturales du genre « Eh bien, c'est pas vraiment mon domaine, mais je suppose que ceci est. » Ou alors je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui en savent plus que moi à ce sujet. Bon, mais pour autant que je sache, ceci est. Voilà pour ces propositions de critères drapeau rouge d'esprit critique pour nourrir nos réflexions de parents, verrez prudents. Et sur ce sujet, comme sur les autres, je suis preneur de vos retours. Comment est-ce que vous faites un avis sur un expert dans un domaine que vous ne connaissez pas bien? Vous pouvez m'indiquer en commentaire vos retours, ce sera très intéressant, puis ça contribuera à ce que tout le monde progresse. Voilà pour ce bilan du défi. Je vous rappelle que je me l'étais lancé pour fêter la publication de À la recherche des savons magiques, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones.
Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant je vous invite à faire partie des parents verts et prudents. Des parents qui exercent leur esprit critique face aux personnes qui sont présentées comme experts. À bientôt.